Bonjour Catherine, Bonjour. merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter en quelques mots le sujet sur lequel tu vas intervenir aujourd'hui? D'accord, merci. D'abord, je suis ravie. Je suis ravie de participer à cet après-midi-là. Mhm. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai été éducatrice spécialisée. Je crois que je le reste toujours un petit peu. C'est des métiers qu'on ne Ok. quitte jamais vraiment, hein. J'ai travaillé assez longtemps en CESAD spécifique à l'accueil des enfants et des adolescents autistes. Mhm. Et alors, les CESAD, ce sont des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Domicile étant entendu comme tous les lieux de vie de la personne, c'est-à-dire le domicile évidemment, sa maison, mais aussi l'école, le centre de loisirs, les stages pré-professionnels, les transports en commun, la culture, les vacances, l'éveil culturel, enfin partout où la personne autiste peut vivre. Ensuite, je suis devenue responsable des formations autisme à l'IRTS de Reims, donc IRTS, Institut régional du travail social. C'est là où sont formés tous les métiers du médico-social jusqu'à ma retraite. Malgré celle-ci, j'interviens toujours encore dans différents lieux de formation, dans des entreprises, dans des associations, et ce qui me fait le plus plaisir, de plus en plus dans des lieux culturels qui demandent des formations sur l'autisme. Et pour garder le contact avec les personnes autistes, j'organise depuis plus de 20 ans des sorties culturelles à Paris, en particulier avec le musée du Louvre, avec et pour des personnes autistes, des adultes entre 25 et 35 ans. Et donc la gageure de cette interview, c'est de vous donner des billes pour comment accueillir au mieux une personne avec autisme quand on ne connaît pas ce handicap. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire au cours de cet entretien. Top, merci beaucoup. Catherine, est-ce que tu peux nous définir l'autisme en quelques mots, s'il te plaît? Oui, en quelques mots, ça va être compliqué, mais d'abord l'autisme, effectivement, c'est quoi? Vous en avez tous entendu parler, il y a de plus en plus d'émissions, de séries télé qui vous montrent généralement un certain type d'autisme avec une intelligence ou en tout cas des capacités qui font des choses qui nous semblent un petit peu extraordinaires, mais c'est très réducteur. L'autisme, c'est quelque chose de bien plus vaste. Je ne vais pas vous faire un cours, hein, sur un temps d'interview, c'est quand même un peu court pour faire un cours. Je vais au moins essayer de vous donner des petites choses qui pourront vous aider lorsque vous accueillez des groupes avec des personnes autistes pour les vacances. Donc l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire neurodéveloppemental, c'est un retard de développement avec des répercussions d'un point de vue cognitif, comportemental et sensorimoteur. Ce trouble va donc altérer la communication et les interactions de la personne autiste. La personne autiste va avoir du mal à comprendre le sens de la communication et des interactions que ça entraîne. Elle peut essayer de communiquer, mais à sa façon à elle, ce qui nous paraît étrange, et donc c'est nous qui ne comprenons pas ce qu'elle nous dit. Voilà. Alors comment faire? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite là pour essayer de les accueillir au mieux. Alors on va voir ensemble maintenant quels sont les éléments importants à prendre en compte quand on travaille avec des personnes qui sont en situation d'autisme. Oui, alors une des choses pour moi les plus importantes à savoir, c'est que la personne autiste, elle a besoin de prévisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il va falloir qu'elle comprenne où et pourquoi elle passe un temps avec vous. Autant pour vous c'est évident, peut-être que pour d'autres personnes avec d'autres pathologies c'est évident, pas forcément pour elle. Ce mot prévisibilité, pour moi, c'est un des mots-clés quand on accompagne une personne autiste. Elle a besoin de se préparer, de savoir ce qui va se passer, pendant combien de temps, avec qui, avoir des repères concrets sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer. Ça, c'est très très important. Sans cette étape, il n'est pas sûr qu'elle comprenne pourquoi elle est avec vous. Et si c'est pour un séjour, c'est un petit peu gênant, parce que ça va l'angoisser, elle va pas être à son aise. Donc, bien avant le premier jour, ce séjour ou cette journée, ça doit être préparé pour elle, bien avant le séjour. C'est-à-dire, où va-t-on? On va lui rappeler le lieu. Même si vous avez déjà envoyé un document, il faut vraiment bien préciser le lieu, ce qu'elle va y faire, qu'est-ce qu'elle va y faire avec une description visuelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est elle qui s'est inscrite à ces vacances? Est-ce que c'est sa famille ou l'établissement spécialisé? Donc, si c'est elle, il faut lui demander pourquoi tu t'es inscrit là, qu'est-ce que tu avais envie de faire. Si c'est les parents ou l'institution, bah, essayez de voir un petit peu avec eux pour lui donner des explications. Avec qui vont se passer ces vacances? En groupe, mais qui fait partie du groupe? Donc, quel est au moins les prénoms des personnes qui seront dans le même groupe qu'elle. Mieux si elle peut avoir au moins pour l'accompagnant sa photo.
Ok. en avant, en préalable. Comment elle va y arriver? En train, en voiture, en bus? C'est des choses qui, je vous dis, qui semblent évidentes pour tout le monde, mais pas pour elle. Hein, il faut vraiment tout décomposer, tout ce qui va pouvoir faire ce séjour. Combien de temps ça va durer ce séjour? Le nombre de jours, les horaires. Alors les horaires, il faut faire attention parce que si on est trop strict avec un horaire, ça peut angoisser autant que de ne pas donner d'horaire du tout. Je vais vous donner un exemple. Donc j'accompagne régulièrement des jeunes adultes au musée du Louvre et notre lieu de rendez-vous c'est 10 heures, la pyramide inversée, 10 heures. Voilà, c'est notre lieu de rendez-vous. Seulement si je leur dis 10 heures et qu'à 10h01 il manque quelqu'un, ça peut être la panique pour certains. Donc je dis toujours autour de 10 heures. Autour de 10 heures, ça fait un laps de temps. Généralement, les premiers arrivent vers moins 20, moins le quart. Mais ce qui veut dire que moi, donc ce qui veut dire que vous qui accueillez la personne autiste, je suis là dès 9h30. Logique. Hein. Et pareil, on termine vers midi. Parce que si je ne dis pas quand est-ce qu'on termine, mais quand est-ce qu'on va terminer? Est-ce qu'on va passer toute notre vie au musée du Louvre? Ça peut être angoissant quand même. Hein. Donc on va terminer autour de midi. Ce qui permet que certaines visites, parce qu'on ne prévoit pas, se terminent plus vite. Donc à 11h30, c'est bon. Et puis d'autres, pour X raisons, on va plus s'accrocher à telle chose ou à telle chose. Ça va se terminer vers midi et demi, il n'y aura aucune crainte. Donc il faut donner des horaires, mais en gardant une palette. Et si par exemple vous prenez un train qui est à 8h13, je dis n'importe quoi, donnez bien rendez-vous bien avant. Il faut dire par exemple, vous donnez rendez-vous autour de 7h30. Comme ça, elles seront là, et puis vous aurez bien le temps de prendre le train après. Donc il faut donner des horaires, mais sans être trop strict, parce que ça peut être encore plus paniquant qu'autre chose. Et puis, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, vous allez arriver plus tôt, et que vous allez voir que tout ce que là, vous mettez en place pour la personne autiste, si vous faites ça pour chacune des personnes que vous accueillez en séjour, vous allez voir que ça va arranger les choses. Le fait d'avoir des difficultés de communication, vous avez probablement des personnes avec un handicap mental qui ont des difficultés de communication ou des hyperactifs, ou enfin voilà, j'imagine que vous recevez en séjour toutes sortes de pathologies. Donc mettre en place une structuration, de bien expliquer ce qu'on va y faire au préalable, généralement ça va aider la personne et vous aussi. Voilà, donc il y a d'autres mots qu'il faut aussi connaître pour mieux accompagner cette personne avec autisme, entre autres la communication. La communication, c'est un des concepts les plus difficiles pour la personne autiste. Ça fait vraiment partie de son fonctionnement, c'est cette difficulté de communiquer avec les autres. Et la verbalisation n'est pas forcément le meilleur support pour communiquer avec elle, même si ce sont des personnes qui parlent bien. Hein. La parole, ce n'est pas forcément le meilleur support. Donc, il faut essayer de la noyer, éviter de la noyer en parole. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher ton manteau parce que vraiment, il commence à pleuvoir, il va faire froid. Qu'est-ce qu'elle me dit? Manteau, ce sera beaucoup plus clair. Ce sera pas c'est pas être malpoli, c'est pas être. On va lui donner un mot qu'elle va comprendre tout de suite. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher ton manteau parce que le temps, c'est trop. On ne la noie pas en parole. On va souvent utiliser le support visuel. Alors ça peut être la photo, ça peut être le picto, ça peut être l'image, ça peut être l'écrit, ça peut être le geste, ça peut être l'objet. Et on va essayer de voir avec quel support elle est le plus à l'aise. Donc pour ça, avant de partir en séjour, vous allez avoir besoin ou de la famille ou de l'établissement qui accueille cette personne pour savoir avec quel support elle arrive à mieux communiquer. Ça c'est important parce que la communication ça peut être vital. Hein. Elle peut toujours garder avec elle, si c'est possible, un petit support visuel. Certaines ont un petit carnet avec les mots clés justement, j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif, qui peuvent être importants pour la personne qui accompagne. Hein, et elle vous montrera, ça peut être un classeur, ça peut être un petit carnet, ça peut être une fiche, et elle vous le montrera si elle a besoin. Et vous, quand vous donnez une consigne, d'abord c'est une consigne à la fois. Hein, il ne faut pas aller dire est-ce que tu peux aller chercher ton manteau et puis mettre tes chaussures, et puis on va faire une chose à la fois. Hein, et il faut à chaque fois vérifier qu'elle a compris. Hein. Pour vous donner un exemple, il y avait une mère qui m'expliquait que son fils, il était adolescent à l'époque, et tous les jours, pour lui donner des petites responsabilités, elle lui disait
tu descends la poubelle et tu prends le courrier en même temps. 2 consignes. Ou il arrivait avec les deux dans les mains ou rien du tout. Et donc, je lui avais suggéré d'écrire. Comme ça, il lit une consigne, il l'a fait. Il lit la deuxième consigne, il l'a fait. Et tant qu'il avait sa consigne, il arrivait à le faire. Et de temps en temps, elle essayait de dire, bah maintenant, depuis le temps, il sait, j'enlève le support visuel. Il n'y arrivait pas. Donc voilà, ça c'est important, ce support visuel pour communiquer, et une consigne, surtout une consigne à la fois. Au niveau de la communication, attention aussi à ce qu'on dit. La personne ne comprend pas l'implicite, la personne autiste, et ne comprend pas le littéral. L'implicite c'est quoi? L'implicite, vous vous imaginez dans une salle, toutes les chaises sont prises, sauf celle qui est là. Toutes, il y a quelqu'un qui est assis. Admettons que moi je sois une personne autiste. Une personne va rentrer dans la pièce et va venir me dire, il y a quelqu'un? Je ne connais pas l'implicite, je vais dire non, il n'y a personne. Mais je ne vais pas entendre ce que la personne essaye de me dire à travers cette phrase. Est-ce que je peux m'asseoir? Donc je ne vais pas penser à enlever mes affaires. Et la personne à côté va s'énerver et je ne vais pas comprendre. L'implicite, on ne comprend que ce qu'on dit. Par exemple, les sorties au Louvre que j'organise, je ne vais pas dire est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir? C'est compliqué. Est-ce que je veux? Est-ce que je peux? Est-ce que tu viens? Oui, tu ne viens pas? Non. Il va falloir être très clair, hein, très très clair. Et puis, le littéral, c'est qu'elle va prendre les mots tels qu'ils sont. Hein. Tu me casses les pieds, la personne va regarder vos pieds, elle ne va pas comprendre. Voilà. Et donc, cet implicite et ce littéral, c'est du vocabulaire qu'on emploie tous les jours, 50 fois par jour. Essayez de voir chacun combien de fois par jour vous employez ce vocabulaire, on ne fait que ça. Or, pour les personnes autistes, c'est un charabia épouvantable. Donc attention aussi à l'implicite et au littéral. Ça, il faut faire très attention. Il y aurait des exemples par dizaines, mais on en a tous. Hein, on en a tous. Il m'a posé un lapin, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de... Hein, voilà. Et on est tous à faire ce genre de phrases, et c'est très compliqué pour la personne autiste. Donc communication. Deuxième mot, structuration. Du temps, de l'espace. Les choses doivent avoir un temps et une place prédéfinie pour vraiment créer un sentiment de sécurité. À chaque journée, prévoyez un planning visuel. Alors après, suivant le niveau de chaque personne, vous verrez si c'est un planning visuel ou si c'est pour la semaine. Enfin voilà, après c'est à chacun, toujours avec l'aide, soit de la famille, soit de l'établissement qui accueille cette personne en temps ordinaire. Et qu'elle pourra aller consulter à volonté. Éventuellement, c'est même mieux que éventuellement, la photo et le nom de la personne qui va être la responsable de lui, sur qui elle pourra se tourner s'il y a quelque chose. Et cette photo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sera même bien si elle peut l'avoir avant. Sa chambre, quand c'est une chambre individuelle, c'est mieux. Mais s'il n'y a pas possibilité de chambre individuelle, parce que ça arrive quelquefois en séjour, qu'on lui prévoit au moins un endroit au calme, sans qu'elle soit dérangée par personne, où elle peut souffler. Ça, c'est important, parce que on verra tout à l'heure, avec la sensorialité, elle est quelquefois tellement envahie qu'il faut lui donner un petit moment pour respirer. Donc si ça ne peut pas être la chambre, parce que les personnes sont plusieurs dedans, qu'il y ait un petit coin, et elle sait que c'est son petit coin à elle, pour reprendre souffle et que personne ne viendra l'embêter là. Troisième mot qui me semble important, c'est la clarté. La clarté, qu'elle sache à quoi servent les choses. Vous n'avez qu'une petite salle, parce que ça peut arriver, et sur cette même table, vous faites en même temps le repas du midi, les petits travaux manuels s'il y a des travaux manuels, le petit chant, enfin vous faites tout sur cette table, qui est au moins un signe qui montre à la personne que c'est telle activité. Par exemple, c'est vraiment des exemples au hasard, hein, vous faites ce que vous voulez après, on va manger, on va mettre une nappe verte. Il va voir la nappe verte, il va savoir qu'on va pour manger. Vous allez faire des activités manuelles, vous allez mettre un petit signe, toujours le même quand il y a des activités manuelles. Il saura que quand il y a ça sur la table, c'est qu'on va faire des activités manuelles. Il saura que quand il y a ça sur la table, ça va être je sais pas, la discussion ou la petite chanson. Voilà, il saura à chaque fois clarté. Hein, ça semble évident pour nous, parce que nous c'est évident, on voit une table, c'est l'heure de manger, on met des assiettes, on mange. C'est pas forcément évident pour la personne autiste.
Donc vraiment bien clarifier son environnement. Voilà. Une autre chose qu'il faut prendre aussi en compte, c'est leur sensorialité. Donc les personnes autistes, on a repéré ça, c'est pris en compte depuis peu de temps, ont vraiment une sensorialité très particulière qu'il faut vraiment prendre en compte. Elles vont être hypo ou hypersensibles. Des petits exemples que je peux vous donner, c'est que dans un livre d'une dame qui s'appelle Donna Williams, qui a écrit un livre Si on me touche, je n'existe plus, donc une personne autiste, hein, elle explique dans ce livre, je sais que j'ai mangé trop chaud quand j'ai des cloques dans la bouche. Je suis incapable de le savoir avant, mais elle est brûlée quand même. Un autre exemple, une mère me racontait que c'était l'été, il y avait un barbecue dans le jardin, c'est sympa un barbecue, hein, et on sait bien que quelquefois, un quart de seconde, je dis attention, surtout avec des tout petits, ça va très vite. C'est joli des cendres oranges. Donc voilà, il faut faire très attention à cette sensorialité. Voilà, donc cette sensorialité particulière, elle va concerner tous les sens. Hein, pour un petit peu en vrac comme ça, par exemple, j'ai déjà connu un jeune homme qui ne m'avait pas reconnu simplement parce que j'avais changé d'eau de toilette. Et donc, lui, il reconnaissait par le nez et il ne m'avait pas reconnu. Donc on va se retrouver face à des situations plus ou moins difficiles de dire oh ben, il est adulte, il peut prendre sa douche tout seul. Oui, mais il ne discrimine pas le chaud du froid. Donc attention, il faut être vigilant. Hein. Ou encore, qu'est-ce que je peux encore vous donner comme exemple? Oui, la personne autiste qui va vous dire la caresse me fait mal et qui va préférer la pression profonde. Donc ça aussi, il faut entendre. Hein, ce sont des choses qui sont importantes. Donc cette sensorialité, il faut rester très attentif et très vigilant à cette hypo ou à cette hypersensorialité. S'il est hypersensible, il va être assailli par toutes les sollicitations, les stimulations sensorielles qui l'entourent. Et donc il faudra vraiment l'aider à se canaliser. Comment? En lui proposant une chose à la fois, une consigne à la fois, dans un endroit calme. Quand je parlais tout à l'heure d'un endroit particulier pour lui à un moment donné, ça va être des choses qui vont l'aider à se retrouver, à reprendre pied quelque part, des moments où il pourra vraiment se retrouver tout seul. Et surtout une consigne à la fois et de façon la plus calme possible. Si par contre il est hyposensible, il va vouloir tester sa sensorialité et il peut par exemple tout mettre à la bouche, se taper, tourner. Attention aux objets dangereux, parce que ça ne sera pas pour se blesser, ça sera pour tester sa sensorialité, ce qui est différent. Attention à l'eau chaude, à l'eau froide, et là aussi il y a une surveillance qui est importante à faire. Alors, ce qui découle de cette sensorialité et puis de tout ce que je viens de vous dire, c'est que la personne avec autisme fatigue très vite. Il y a une immense fatigabilité, on peut comprendre. Nous, on ne supporterait pas un quart de ce qu'elle subissent tous les jours avant de dire je suis fatiguée. Donc ça peut les épuiser. Se retrouver au milieu des autres leur demande un réel effort. La sensorialité, c'est bruyant, ça bouge, il y a du mouvement, non-compréhension de certaines exigences sociales. Est-ce que c'est à moi qu'on parle? Est-ce que c'est à un autre? Est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que je dois faire? Des difficultés avec le langage, l'implicite, ce que je vous disais tout à l'heure, le littéral. Donc vraiment, c'est fatigant pour eux. Des nouveaux lieux, surtout si c'est un premier séjour, il n'a jamais été, c'est un lieu qu'il ne connaît pas. S'il habite au bord de la mer et que c'est la montagne, mais c'est quoi hein, ça peut être vraiment très, très stressant. Des changements et des imprévus, ça crée encore beaucoup plus de stress. D'où l'importance le premier jour, par exemple, le jour où vous arrivez dans un séjour avec une personne autiste, de faire le tour avec elle de ce nouveau lieu, de bien lui expliquer visuellement, parce que lui dire il y aura la cuisine là-bas, etc. Non, il faut vraiment le faire visuellement avec lui, qu'elle puisse vraiment visualiser ce lieu, savoir où elle est et ce qu'elle va y faire. Le mal-être ou la douleur aussi, ça peut fatiguer. Avec leurs difficultés de communication, la personne autiste n'arrivera pas toujours à vous dire mais je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, hein, j'aurais besoin de me reposer. Et vous ne saurez pas forcément décrypter qu'elle a mal à la tête si elle ne vous le dit pas, ça va être compliqué. Ça pourra se traduire par un comportement inadapté ou par un retrait, ce qui n'est pas habituel. Donc comment faire quand on est face à tout ça? Proposez-lui de s'isoler un petit peu dans sa chambre, si c'est possible, ou dans ce petit lieu pour elle.
Demandez-lui à lui ou à sa famille ou à son établissement peut-être un objet sécurisant, même si c'est un adulte. Quand il est angoissé, qu'il est fatigué, que cet objet-là, ce soit un objet qui l'aide à passer le cap, j'allais dire, en faisant attention aux moqueries des autres. Parce que les adolescents, les jeunes adultes, c'est pas forcément méchant de leur part, mais aller taquiner les uns les autres, c'est facile. Et la personne autiste, c'est l'horreur. Pour lui, c'est vraiment horrible. On en revient aussi à la structuration pour cette fatigabilité. Avoir des repères temporels, ça aide à se calmer. Toujours à la prévisibilité. Lui donner des outils pour qu'il puisse exprimer sa fatigue, son anxiété. Donc là, pareil, à voir avec ou la famille ou l'établissement, est-ce que sur son petit carnet, il peut dire je suis fatigué, j'ai mal. Comment il fait pour dire je suis fatigué, comment il fait pour dire j'ai mal. Que avant de partir en vacances, vous ayez tous ces outils-là. Ça va vraiment aider à ce que la personne autiste se sent mieux. Et surtout, souvent, la personne autiste va avoir un intérêt particulier dans tel ou tel domaine. Donc qu'on le sache et qu'on puisse justement proposer des activités. Il adore les trains. Bon, on va faire une activité, on va faire semblant qu'on est dans le train, qu'on fait ceci, qu'on passe telle chose, telle chose. Voilà, on va se servir de ses intérêts pour lui proposer des activités plaisantes. Et donc, avec tout ce que je vous ai dit, une autre chose, une dernière petite chose très, très importante, vous avez vu les mots-clés, que moi j'appelle les mots-clés, cette sensorialité et cette fatigabilité. Comme tout le monde, les personnes autistes ont besoin d'être valorisées. Elles ont besoin d'être en situation de réussite pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à les féliciter, non seulement à chaque réussite, si vous faites un jeu, etc., mais aussi à chaque effort. On voit les efforts qu'elle fait. Et ça, c'est important parce que généralement, on applaudit quand c'est une réussite. Une petite parenthèse, l'échec, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour une personne autiste. Donc quand on fait des jeux collectifs, on fait des jeux collectifs où elle est à l'aise. Parce que perdre, ça va être l'horreur pour elle. Et on est en vacances, on n'est pas là pour lui donner l'horreur, de préférence. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça et surtout la valoriser. La valoriser, dire oui, mais là, qu'est-ce que tu as réussi là? Là, c'est bien. Bon, t'es pas arrivé premier, mais ce truc-là, bravo. Quoi. Voilà. Alors Catherine, est-ce qu'il y a des impairs à ne pas commettre dans l'accompagnement de personnes en situation d'autisme? Oui, d'abord, il vaut toujours mieux leur parler en positif qu'en négatif. Déjà, c'est déjà une chose. Et après, s'il y a vraiment, par exemple, des interdits, on visite pendant les vacances, on visite un musée et il y a le petit panneau, tu ne peux pas ne pas courir ou ne pas crier. Qu'est-ce que je peux faire à côté? Donc nous, on a un petit panneau, je ne peux pas courir, mais je peux marcher. Je ne peux pas crier, mais je peux parler. Je ne peux pas toucher, mais je peux dessiner. Voilà. On va chaque fois donner une possibilité parce que je ne peux pas faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc ça peut le bloquer. Alors que si on lui donne une solution, mais je peux faire ça, ça va apaiser. C'est tout simple. Alors, est-ce que tu peux nous amener un peu de ressources autour de ce sujet et aussi nous dire est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour approfondir un peu le sujet de l'autisme? Oui, bien sûr. Alors, la première ressource, celle qui semble évidente, c'est la famille. La famille, c'est celle qui connaît le plus son enfant et qui pourra vous dire le plus de, même si c'est un adulte, qui pourra vous dire le plus de choses dessus. Il y a des familles qui, en plus, sont liées à des associations qui sont, elles, aussi des ressources importantes. Donc vraiment, moi, première ressource, c'est la famille. C'est elle qui connaît le mieux la personne que vous allez avoir en séjour. Après, dans toutes les régions de France, il existe des centres ressources autisme, CRA. Sur Paris, ici, c'est CRAIF, Centre Ressources Autisme Île-de-France. Là, vous pouvez avoir toutes les documentations que vous voulez, tout ce qui se fait, justement, d'un point de vue formation, d'un point de vue nouveauté, d'un point de vue recherche. Certains CRA peuvent faire des diagnostics, peuvent faire des rencontres, proposer des formations aux uns et aux autres. Surtout, vous allez avoir toutes les adresses, parce que des formations autisme, il y a des tas de lieux qui proposent des formations sur des thèmes en particulier. Les troubles du comportement, ou ce qu'on appelle le comportement des filles, ou sur la communication, ça va être sur des choses bien ciblées. Et puis, il va y avoir des DU universitaires aussi qui existent sur l'autisme.
Et il existe depuis peu ce qu'on appelle un certificat national d'intervention en autisme, le CNIA, qui a été mis en place avec les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'autisme et sur le dernier plan autisme qu'on a appelé la stratégie nationale, et qui lui propose des certifications d'autisme pour tous les professionnels du médico-social, du paramédical, de la santé, qui veulent se former à l'autisme. Ça dure une année, un an et demi, je ne sais pas bien, c'est entrecoupé de cours et de stages. Et qui permet d'avoir un certificat et d'avoir pour moi ce qu'on appelle la base. Parce que la formation, même moi qui accompagne des personnes autistes depuis 25-30 ans, dès que j'ai une formation que je peux faire, je continue à la faire. Parce que la formation, c'est constant. C'est pas, tiens, j'ai fait une formation, je connais tout. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup. On va prendre aussi une petite minute pour présenter les 3 livres que tu as écrits autour de ce sujet. Et encore un grand merci. Donc maintenant, on va prendre un petit temps, comme je disais, de présentation de tes 3 livres. Et on va pouvoir écouter les questions des professionnels qui sont là aujourd'hui et tenter d'y répondre. Et bien Merci. volontiers. Merci beaucoup. Merci.